Pensez-vous que le problème soit l'intermédiation dans la monnaie, la nourriture, l'éducation, l'information, Meredith? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est vrai, une interaction de tout un peu maintenant, hein? Est-ce que tout n'est pas un peu mêlé, par exemple, même sur cette théorie du genre, quand on pousse le raisonnement, on voit bien que ça prépare les futurs brevets biologiques de Monsanto qui va bientôt nous faire des hommes à la carte et des machins, etc., quoi. Donc, Ah est-ce que bah, tout n'est pas interlié, on voit bien que Monsanto a fait voter tout un tas de lois pour interdire aux Américains et aux Canadiens. Enfin, au début, ça commence toujours aux États-Unis avec Monsanto, hein. Donc, on leur interdit d'avoir un potager chez eux. Voilà, exactement. On Ouais. leur interdit de récupérer l'eau de pluie. L'autre pluie. C'est des petits trucs comme ça, discrètement, hein. On a vu des gens jetés en prison parce qu'ils avaient un. Parce qu'ils. Comment dire, parce qu'ils avaient un petit potager sur enfin, c'est n'importe quoi, hein. Mais c'est littéralement une. Comment dire, on dépossède les gens de leur liberté, hein. On dépossède les gens de liberté. Je pense que parmi tous ceux qui nous regardent, il y a beaucoup d'informaticiens, hein. Moi, je viens, si vous voulez, du ZX 80 à Sinclair, hein. Donc ça veut dire que je suis passé par le MS-DOS de Microsoft, Ouais, à hein. l'époque, ouais. J'ai connu le CPM, hein, voilà. Mais surtout MS-DOS, hein. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans Windows, hein. On vous a enlevé quasiment la moitié des libertés d'action sur les fichiers dans le noyau. Oui. Vous n'avez plus accès à ça, c'est interdit, hein. Et je vous parle même pas des Windows Phone, hein, où vous ne pouvez même plus voir les fichiers que vous avez quasiment. Enfin, c'est le délire. Vous voyez, on vous retire toutes ces libertés progressivement. Voilà. C'est voilà. Alors, il dit Olpi dit liberté d'expression. Mais Olpi, je suis respectueux de la liberté d'expression. Mais une chose que je déteste, c'est le mensonge. Je supporte pas. Je me suis frité une fois avec un site d'extrême droite qui s'appelait Macropolis ou Métropolis ou je sais pas quoi. Une bande de pignoufs qui avait écrit un grand papier expliquant que la banque Rothschild avait acheté la statue du démon Pazuzu. Voilà. Et du coup, moi je me dis, tiens, c'est quoi cette histoire? Et de fil en aiguille, en fait, j'ai vu que c'était une fausse information. Donc, quand on balance des fausses infos, j'aime pas. Voilà. En tant que journaliste, enfin, j'aime pas trop ça. Voilà. Bonsoir, monsieur Vanelli. Que pensez-vous des prévisions alarmantes de Gérald Celente? Un effondrement économique est-il imminent? Bah, Gerald Celente, bonjour Elias. Oui. Gerald Celente, vous savez que je l'ai interviewé, hein. Vous avez son interview, si vous allez sur mon site, dans le menu, vous avez, je sais pas si on peut le montrer là en régie. Si, peut-être, il va y pouvoir. Il y a les interviews, il y a radio-vidéo ou interview radio-vidéo. Et vous avez tous les invités que j'ai eus, et donc Celente, hein, c'était d'ailleurs un de mes premiers invités. Celente a toujours été excellent. Il a toujours été excellentissime dans ses prévisions. Mhm. Le problème, c'est que Celente a été ruiné par Corzine. C'est-à-dire qu'il a mis, au lieu d'avoir ses lingots d'or dans son propre coffre, hein, chez lui, hein, il a été suffisamment bête pour les confier à Corzine, qu'il a niqué, hein. Il a tout volé. Et il s'en est rendu malade, et depuis, il en est malade et il ne peut plus s'exprimer de la même façon. Mais Celente est excellent dans ses prévisions. Un effondrement économique est imminent. Je veux dire, aujourd'hui, on est toujours, on est toujours comment dire, au bord du truc, hein. Ouais. Tant qu'ils font tourner la planche à billets, de toute façon, hein, on teste les limites de la planche à billets, voilà. Alors, les gens qui se relaxent, Jovanovic, tu t'emballes, t'as pas la science infuse, te pas reprendre le contrôle, là tu perds, ça devient cher à regarder, te pas reprendre le contrôle, Alors, on demande de poser des questions, voilà. Alors, quand Pierre, le tremblement de terre en Haïti, moi, ça là, On s'en fout, ça. ouais, voilà. Alors, monsieur Jovanovic, que pensez-vous du revenu de base universel pour apporter une amélioration à l'économie actuelle, ou plutôt, il s'agit d'une quête vaine? C'est Kengo. Pardon? Le revenu universel, le revenu de base universel. Bon, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une bonne solution ou c'est une quête vaine? Ouais. Bah, en France, on a déjà un revenu de base universel, hein. Ou le RMI? Ah oui. Ouais. On a déjà eu un revenu de base. Alors, de toute façon, le revenu de base universel ne pourrait que... sincèrement, j'ai aucune idée là-dessus. Franchement, je ne sais pas. Je pense que vous savez, il faut jamais oublier
qu'il y a toujours le truc psychologique qui fait la différence. C'est-à-dire que si les gens sont payés à ne rien faire, comment dire, ça entraîne des désaccords entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Hein. Donc, psychologiquement, ça entraîne beaucoup de, comment dire, de dissensions en fait. Hein. Comme dans un groupe qui est censé, quand vous faites une division de travail, etc., vous avez toujours, certains pensent que d'autres travaillent plus que les autres. Ouais. Alors si tout le monde est payé à la même et que certains, comment dire, certains sont payés à ne rien faire, vous savez ce que ça donne, quoi. Alors on nous dit, je suppose que vous avez cuisiné un peu le comte de Paris Orantel, a-t-il une vision du futur de la France? Qu'est-ce qui vous aura livré qui n'aura pas été dit à l'antenne sans forcément dévoiler bien, confidence en off? Très pertinent. Off. Oui, non, moi je suis journaliste, donc je fais pas les trucs... Mais Franck, c'est une très bonne question. Ce qu'il n'a pas osé dire à l'antenne, je vais vous le dire, il est très, je veux pas dire noir, mais pessimiste. Enfin, il est sombre, voilà, sombre. Très, très sombre. Il a le pressentiment d'un immense désastre à venir en France. D'un immense désastre à venir. Voilà. Ouais. Donc là, Bon, tout le monde est un peu d'accord sur ça, c'est clair. Donc le futur roi de France, parce qu'il y en a deux, il y a Louis XX aussi. Alors, pardon ? Il y a Louis XX aussi, il y a deux prétendants au trône de France. Oui, il y a Louis XX. Il y a Louis XX aussi. Ouais, c'est un banquier de la BNP. C'est un banquier de la BNP, je le vois mal revenir en tant que roi de France. En plus, il parle même pas français. Ah bon? Non, il parle français avec un accent espagnol à couper au couteau. Ah bon? Oui. Il a épousé la fille d'un riche banquier vénézuélien. Ouais. Et donc il vit la moitié de son temps entre Madrid et comment dire Venezuela. Hein, donc d'accord. voilà. Et c'est pour ça qu'il. C'est pour ça qu'il il est pas si bon en français, parce qu'on doit. Ah, qu'est-ce qu'il dit là? Attends, on peut compter sur vous ou c'est plutôt Dom Pérignon? C'est un peu ça. Mais vous savez, n'oubliez pas, Dom Pérignon, c'était un prêtre. C'était un moine. Et oui. C'est Dom Pérignon et Dom Ruinart, ils étaient ensemble et ils ont inventé le champagne par hasard. D'accord? Et la phrase célèbre de Dom Pérignon, c'est quand il a goûté le breuvage là, qui pétillait, il a dit « j'ai l'impression de boire des étoiles ». Voilà, et c'est pour ça que la bouteille, comment dire, le must, on va dire c'est comme ça, c'est Dom Pérignon, et vous avez Dom Ruinart, vous avez d'autres marques, enfin c'est toujours de la même maison d'ailleurs. Alors on peut descendre un peu parce que j'ai toujours l'impression qu'on tourne sur le... Non, celle-là on n'avait pas posé, monsieur Kelly, j'apprécie vos analyses, votre humour. Aussi seulement, on ne sait pas grand-chose sur vous, j'ai des questions d'ordre un peu personnel, si vous voulez bien répondre. Quelle est votre formation, votre cursus? Avez-vous fait des études économiques? Voilà. Alors, non, pas du tout, je n'ai absolument pas fait d'études économiques. Je suis venu en fait à connaître le monde de la banque par l'informatique. Puisque moi, quand j'ai démarré dans le journalisme, c'est plus c'est définitivement par l'informatique. C'était au début de la naissance de la micro-informatique. D'accord, ouais. Auric, je ne sais pas si ça dit quelque chose à vos lecteurs, mais à vos spectateurs. Auric, Commodore. Ah si, alors c'est vrai, Commodore, voilà, Amiga, tout ça, voilà, Spectrum, Sinclair, tout ça, c'était mon truc. Et en fait, à l'époque, il y avait très peu de gens qui... À l'époque, j'étais déjà dans le groupe du Nouvel Observateur, avec Claude Perdriel, et c'est Sylvie Perdriel, donc son épouse, qui a repéré que j'avais la capacité d'écrire bien et surtout de pouvoir en parler, d'expliquer ce que c'était un ordinateur. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire dans les journaux du groupe, dans le groupe Perdriel. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Je n'ai pas du tout fait d'études de journalisme, moi, je suis plutôt dans les langues, parce que je parlais le serbe, le hongrois, j'ai fait du japonais, et j'étais bilingue à l'époque allemand, sans parler de l'anglais. Oui. Ouais. Donc c'était plus, j'étais plus vraiment dans tout ce qui était langzhou. C'était vraiment ça. Et comme je me suis spécialisé en informatique,
j'étais très vite amené comment dire, à découvrir le monde bancaire, mais sous un autre angle. C'est-à-dire que c'était les banques qui achetaient le plus d'ordinateurs, hein, puisque la capacité de gestion d'une banque, du nombre de ses clients, dépend de sa puissance de frappe de calcul. D'accord. Hein, voilà, bah oui, forcément. Plus vous avez de clients, plus vous avez besoin d'ordinateurs pour faire les calculs, les additions, soustractions, des comptes. Hein, ben, voilà. Et donc, je me suis vraiment spécialisé là-dedans, dans les gros systèmes à l'époque. Et donc, je suivais de plus en plus l'informatique bancaire. Et donc, j'étais amené à rencontrer, à travailler même avec les grands patrons, enfin, pas les grands banquiers, mais les grands, comment dire, les directeurs informatiques des banques, qui sont techniquement le numéro 2 de la banque. Hein. Directeur informatique de la banque, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est vraiment c'est le mec qui tient la banque, en fait. Hein. Tous les systèmes. À l'époque, hein, on n'avait pas Internet. Enfin, ça existait, mais ça s'appelait pas Internet. Et c'est comme ça que j'ai été amené à les connaître, à connaître le mode de fonctionnement des banques, par le biais des... Par exemple, je suis un spécialiste d'OS2. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, des informaticiens. Si, les informaticiens. OS2, mais j'ai travaillé, moi j'ai gardé OS2 pendant 10 ans. Et OS2, c'est ce qui était dans les distributeurs. Hein. Parce qu'à l'époque, MS-DOS ne pouvait faire qu'une tâche à la fois, alors que OS2 pouvait lire la piste magnétique, se connecter à la banque, imprimer le ticket, et tout ça en même temps. Voilà, donc c'était le premier multitâche, vraiment. D'accord. Voilà. Donc je suis resté pendant très longtemps sous OS2, c'était vraiment ma spécialité. Et donc je me suis vraiment, j'étais devenu un expert total en tant que journaliste, hein, dans le monde bancaire, dans la technologie bancaire. Donc je les connaissais tous. Ça m'a permis de connaître la banque, mais par un biais, si vous voulez, totalement différent. C'est assez original, ouais, parce que c'est le côté technique. C'est bien sûr. Alors, et moi dans le service économique, quand je les entendais parler économie, je voyais bien que tout ça, c'était les mêmes conneries que le papier qu'ils avaient publié il y a 2 mois. Ils pouvaient le ressortir juste en changeant les noms, etc. C'était des conneries. Ça, je l'avais vu déjà, que les économistes, ça parlait pas à grand chose, quoi. Enfin bon, je sais pas. Voilà. Mais moi, pour moi, la vraie révélation, c'est ça. Hein, c'est le retour au centre de Fekete. Ça, c'est pas un cours d'économie, c'est un roman que vous lisez. Enfin, c'est pas un roman, mais c'est ce que je disais, l'économie, ça n'existe pas. C'est où vous avez de l'argent, vous en avez pas. C'est tout. Hein. Banqueroute, ça vient des banquiers qui étaient assis sur un banc. Et quand ils avaient prêté trop d'argent et qu'on ne les remboursait pas, on cassait leur banc. Bancarotta. Voilà, ça vient de l'italien. On cassait le banc. Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Les banquiers, ils n'avaient pas de bureau, ils n'avaient pas d'immeuble, ils étaient assis sur des bancs à Florence ou à Venise. Voilà. Il faut toujours revenir à l'essence même du truc. Voilà. Et moi, je dis, le standard or, il n'y a que ça de vrai. D'ailleurs, on voit bien que l'économie actuelle, c'est une immense escroquerie. Les CDS, les trucs. Voilà. Et ma formation, après, je veux dire, je suis journaliste depuis que j'ai 24 ans. Donc, vous imaginez, j'en ai 54 aujourd'hui. Ça fait 30 ans. Voilà. Ça fait 30 ans que j'ai parcouru la planète, que j'ai interviewé des milliers de gens, surtout dans le monde économique. Ouais. Voilà, dans le monde économique et dans le monde... rarement dans le monde politique, mais quand j'étais aux États-Unis, oui. Alors, là, il me dit... Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je pense que c'est un parcours. Moi non plus, je ne connaissais pas toutes ces informations. Alors, il y a le Chacal qui dit Mitterrand avait dit lorsqu'il était président qu'il n'avait pas gagné le pouvoir, mais un gouvernement, et qu'il ne pouvait mener la politique qu'il voulait. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir est ailleurs et peut-on encore passer par les politiciens pour changer les choses? Oui, c'est celui-là, hein, vous avez vu, c'est ça? Ouais, El Chacal. Oui, El Chacal. El Magnifico. El Chacal a raison. Quand Mitterrand a dit ça, Mitterrand a toujours été cryptique. Hein. Quand il a dit, par exemple, je me suis heurté au mur de l'argent. Le mur. Ouais. Wall Street. Oui. Il avait des images. Il a toujours fonctionné à 2 niveaux, Mitterrand. C'était un fin lettré, il était dans les bouquins, etc. Et il a raison. D'ailleurs, Mitterrand raconte, c'est Madame Mitterrand qui raconte dans ses mémoires comment les Américains ont fait des pressions pour modifier le bicentenaire du 14 juillet, pour modifier le défilé pour que ça plaise aux Américains. Oui. Ça, c'est même sa femme, elle avait balancé. Et avant sa mort, il a dit
il a dit, après moi, il n'y aura plus de grands présidents, il n'y aura plus que des financiers. il n'y aura plus que des avocats ou des financiers. Des avocats ou des financiers. Regardez bien qui vous avez. Marine Le Pen, par exemple, elle est avocate. Ouais. Hein, voilà. Il y a pas. Mitterrand était un fin lettré. C'était un littéraire. Il était passionné par la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mitterrand est comme un grand président, parce que Mitterrand, il s'arrêtait dans les librairies, il discutait avec la boulangère, mais il gardait toujours cette distance, il avait ce côté monarque. Ouais, D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, on l'appelait Dieu. Oui. Les journalistes l'appelaient Dieu, le Canard enchaîné l'appelait Dieu. Dieu, ouais. Hein, c'est amusant. Il avait lu d'ailleurs mon livre sur les anges, parce qu'à la fin, il était totalement angoissé par la mort. C'était quelque chose il avait une peur terrible de la mort. D'accord. Mais vraiment, c'est quelque chose qui le terrorisait. Son garde du corps racontait que vers la fin de sa vie, s'il voyait une église, par exemple, dans une petite église, vous voyez, au fin fond de la France, il arrêtait, il faisait ouvrir l'église, et il s'allongeait de tout son long devant l'autel pour faire une prière au Christ, parce que il voulait vraiment qu'il y ait une autre vie. Et j'ai trouvé ça mais prodigieusement touchant, quoi. D'ailleurs, c'est Bernard Pivot qui l'a interrogé. Il a interrogé sur il a dit Monsieur le Président, est-ce que vous croyez à votre ange gardien? Et Mitterrand, donc, il a dit, vous savez, ma grand-mère me parlait tout le temps de mon ange gardien, etc. Enfin, il a développé ça. Et là où il a été génial, Mitterrand, ça c'est grand. C'est quand il a parlé, vous savez, de la part des anges. Oui, la part des anges. La part des anges, parce qu'il vient du Cognac. Il vient du Cognac. Et donc, voilà, donc la part des anges, non mais c'est génial. C'est Mitterrand pour... Vous voyez, c'est ça, c'était un grand esprit, c'était un esprit littéraire. C'était un littéraire. Et c'est pour ça que les Français sont fondamentalement littéraires. Vous savez, les Américains, c'est tout le cinéma. Les Français sont quand même aiment les écrivains. Je veux dire, si aujourd'hui un politique qui n'a pas écrit un bouquin, zéro. Il ne peut pas. Il ne peut pas fonctionner. Non, c'est clair. Alors, pourquoi n'appréciez-vous pas Piero San Giorgio? C'est qui est une vérité qui nous demande ça. Déjà que Piero San Giorgio écrit sous son vrai nom. Parce que moi, j'aime pas les gens qui se... je veux dire qu'il écrive sous son vrai nom. Enfin voilà, c'est tout. D'accord. Voilà déjà. Alors Pascal M, pensez-vous qu'il va y avoir une confrontation entre un bloc euro-atlantique et un bloc continental eurasiatique qui éventuellement découlerait sur l'Armageddon? Excellent. Alors, très très bonne question. Alors Pascal, dans le livre de l'Apocalypse de Jean, donc je monte dans cette étape, c'est un des rares endroits où Jean insiste. Il insiste sur un nombre très précis. Il dit qu'il y a une armée de 200 millions d'hommes. D'accord ? 200 millions d'hommes, c'est pas rien. Vous mettez à son époque, il n'y avait aucune armée, aucun pays qui pouvait aligner 200. Il n'y avait même aucun pays qui avait autant d'habitants. D'accord ? Il faut fonctionner à l'envers. Donc aujourd'hui, la Chine est le seul pays qui, par circonscription, peut lever, effectivement, d'ailleurs c'est calculé, ils peuvent lever 200 millions d'hommes. C'est le seul pays qui peut lever une armée de 200 millions d'hommes. Donc, la question c'est qui déjà ? Ça défile trop vite. Pascal M. C'est Pascal M. Voilà, c'est... Pensez-vous qu'il peut y avoir une confrontation entre les deux blocs? On voit bien que ça se frite entre les Chinois et les Américains. Ouais, puisque là on voit les Russes. Les Chinois sont en train de racheter tout l'or disponible. Tout l'or de l'Europe et des États-Unis, tout lingot d'or, tout lingot de banque va en Asie. Aujourd'hui. Il y a une fuite de l'or vers l'Asie. Et je trouve ça très grave parce que l'histoire montre que quand il y a une fuite de l'or comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement total de ces pays-là, ceux qui perdent leur or, et que, l'âge d'or, si c'est le cas, oui, forcément, l'âge d'or va dans les pays où se trouve l'or. Il y a toujours une connotation littéraire. N'oubliez pas, je suis un écrivain là-bas. C'est le langage des oiseaux, on nous a dit tout à l'heure. Mais c'est très vrai.
Ouais. Mais c'est très vrai, c'est le langage des oiseaux. Moi, j'aime pas ça. En alchimie, J'aime pas ce titre langage des oiseaux, mais en même temps, c'est très juste parce que un oiseau, c'est entre ciel et terre, c'est l'esprit, oui, ça vole, hein, l'esprit saint. C'est toujours une colombe, c'est un oiseau. Hein, oui. Ah bah d'ailleurs, on nous a parlé du signe de la colombe là, qui ont été envoyés et puis qui sont fait bouffer par des corbeaux. Les colombes de la paix qui ont été envoyées du Vatican, je crois bien. Oui, bah en plus c'était pour la paix en Ukraine. Donc, pour la paix en Ukraine, ouais. C'est ça qu'il y a de dire, c'est pas gagné. Mauvais présage quand même. Mauvais présage, ouais. Les colombes qu'on balance à son Mauvais présage. Ça la fout mal quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? Concernant la loi de 513, l'interdiction d'escompter des bons du Trésor était présente dans la loi de 1936. La volonté de s'endetter auprès des marchés est une volonté politique. Il suffit de lire la loi. C'est Charlie Europe. Alors, Charlie, moi je renvoie sur le livre de Pierre-Yves Rougeron, la loi de enquête sur la loi du 3 janvier. Ouais. Hein, c'est évident que là il est en train d'émettre. C'est évident que Valéry Giscard d'Estaing s'attribue comment dire, la paternité de la loi du 3 janvier. Hein, c'est très net. Hein, donc bon. Alors Mitterrand avait dit lorsqu'il était président qu'il n'avait pas gagné le pouvoir, mais un gouvernement qui n'avait pas parlé. Il va s'en mettre chez lui en fait. Question, Monsieur Jovanovic, avez-vous ne serait-ce qu'une seule proposition de sortie de crise? C'est GMG. Oui, bien sûr. C'est pas très compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Il suffit de regarder l'histoire de tous ceux qui avaient des planches à billets, comment ils se sont ramassés, comment ils s'en sont sortis. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 150 solutions. Hein, c'est privatisation. Enfin, moi, ce que je ferais, c'est nationalisation immédiate de l'ensemble du système bancaire français. Pas de quartier, aucun. On laisse peut-être 2 ou 3, et encore, même pas. On nationalise tout. On nationalise toutes les banques. De tout ça, on sort une banque pour le particulier, une banque d'épargne et une banque pour tout ce qui est business, tout ce qui est entreprise. Voilà. Alors déjà, on verra beaucoup plus clair. Hein, parce que toutes ces banques sont en faillite. Je vous signale que le taux de levier du Crédit Agricole est de 64, si mes souvenirs sont bons. 64 et que l'OCDE a sorti une note il n'y a pas très longtemps, appelant à la recapitalisation du Crédit Agricole. Putain, si l'OCDE, les mecs, l'OCDE, en général, ils ont toujours 10 ans de retard. Putain, s'ils arrivent à nous dire, ils arrivent avec autant de retard pour nous dire que le Crédit Agricole a besoin d'être recapitalisé, là, ça doit être très grave au sein du Crédit Agricole. Bref, donc, national immédiat. Immédiatement nationalisé. Total, voilà, total, immédiatement. Nous remettons immédiatement en place les frontières, bien entendu. On sort de l'euro, ça c'est une évidence. C'est une obligation même. C'est une évidence. Et on revient littéralement au standard or, c'est-à-dire on fait un franc basé sur un standard or. On fait ça bien sûr basé sur le standard comme c'était le cas avant 1914. Donc, c'était le cas de 1914. Une espèce de franc or. Mais n'oubliez pas, je veux dire, vos grands-parents étaient payés en pièces d'or et en pièces d'argent. Ils n'avaient pas de compte bancaire. Les comptes bancaires au 19e siècle, seuls les gens très riches avaient un compte en banque. Relisez le livre de Zola, relisez Balzac. Balzac le raconte très bien. Seuls les gens très riches avaient des comptes bancaires. C'était réservé. C'est un peu, vous savez, comme le voyage en avion en 1965. C'était réservé à une élite qui pouvait s'offrir un billet à 50 000 euros. Voilà, c'est ça que vous devez voir. Et les gens, on reviendrait donc, mais si on revient à l'or, ça veut dire quoi? On va revenir à des pièces d'or ou alors on va revenir... Non, ce que montre Fekete, c'était des billets à ordre. Les entreprises étaient payées avec une sorte de lettre d'escompte qui arrivait à expiration au bout de 90 jours. Hein, d'accord? Et vous pouviez endosser. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, je veux dire, vous achetez un produit, vous donnez un chèque, on va dire ça comme ça, un chèque tiré sur une banque, certifié par la banque, en or. Mais vous ne donnez pas les pièces d'or, vous ne donnez pas le lingot d'or. Et ce chèque-là, moi, je peux l'endosser. Je peux payer quelqu'un d'autre avec votre chèque. Et cette personne-là peut payer quelqu'un d'autre avec son chèque. Mais il y a la date d'expiration. Hein.
ou que vous devez remettre à la banque à la fin. Et à ce moment-là, on crédite votre compte de lingots d'or. Et si vous les voulez, vous allez les chercher. D'accord. Ce système a fonctionné pendant des siècles. Et on peut pas émettre plus de chèques en théorie qu'il y a d'or, quoi. C'est ça, on est contrôlé. Mais la base même de la monnaie, c'était ça. Moi, je vous rappelle que le dollar américain, avant la Fed, c'était une couverture or 100%. Hein, et que ceux qui n'étaient pas là au début, je vous signale que la première décision de la Fed, c'était d'amener la couverture du dollar en or à 40%. C'est-à-dire déjà, les mecs, ils les ont niqués, mais bien, quoi. C'est des cow-boys. C'est plus fort qu'eux. Ouais, mais... Alors on nous demande justement, est-ce que quand le système, ça c'est Max, quand le système financier s'effondrera, pensez-vous que ce sera soudain qu'on apprendra un matin en allumant la radio, ou y aura-t-il quelques jours, des semaines, des signes annonciateurs que seuls sauront reconnaître ceux qui vous suivent depuis longtemps? C'est-à-dire, c'est quoi, l'effondrement, il est à craindre comme ça, voilà, comme il dit, on se réveille le matin, hop, ça y est, c'est terminé, on apprend qu'une grande banque s'est effondrée, etc., ou il y aura des signes comme ça? Non, il y aura des signes. Ça aussi, c'est une très bonne question. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Argentine. Alors justement, j'avais un de nos confrères, Didier Rochard de Radio Courtoisie, qui était à Buenos Aires à ce moment-là. Hein, il était à ce moment-là, le jour. Et Didier m'a expliqué que les Argentins ont appris que toute la banque était fermée le lundi matin en ouvrant le journal. Les distributeurs étaient en panne, les banques fermées. Et il a vu les gens chez qui, des grands bourgeois de Buenos Aires, il a vu la maîtresse de maison vendre des assiettes en cristal, etc., des tableaux, les vendre dans la rue pour échanger des choses. Parce que plus personne ne pouvait... plus personne n'a une monnaie. Voilà. Ouais. Et vous avez vu que la couverture média en 2001 a été minime, elle a été zéro. Tout ce que vous avez vu sur France 2 à l'époque, c'était oh, il y a une petite crise en Argentine. C'est tout. Les mecs, c'est toute une population, ils se retrouvent toutes les banques fermées. Mais en France, on vous dit oui, une petite crise en Argentine. Bah oui, hein, c'est ce que disait Alain Minc au début de la crise. Donc, il y a des signes. Les signes, c'est quoi? Les signes, on les a vus en Argentine, mais on les a vus ailleurs. C'est que l'intégralité des sociétés, des grandes multinationales américaines ont rapatrié leur argent massivement avant que l'Argentine s'effondre. Vous avez vu que les banques, les agences des banques américaines ont fermé. Avant. Ouais. Et bien entendu, vous avez vu tout un tas d'un seul coup parce qu'il y a toujours des gens qui sont informés, aller retirer de l'argent. Mais c'est plus possible aujourd'hui, avec toutes les nouvelles limitations. Donc aujourd'hui, le système est déjà organisé pour le grand crash, mais de manière à empêcher les gens de se précipiter à la banque, parce que de toute façon, ils seront limités à 300 €. Voilà. Donc, indice niqué, voilà. Et on va vous dire, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent arriver à ça, mais ils n'y arriveront pas, d'après Jean. Hein, c'est-à-dire une société totalement sans liquide, plus de billets, vous ne fonctionnez qu'avec votre carte bleue, avec la carte à puce, hein, vous payez par contact tous les trucs à moins de 20 € ou moins de 30 €, on en a parlé tout à l'heure, hein, et pour tout le reste, bah, c'est chèque, machin, etc. Plus de liquide, suppression totale du liquide. C'est une société sans liquide. J'en ai parlé. Et Israël veut être le premier pays à intégrer ça. Intégrer ça, oui. Ça, j'avais vu qu'Israël était à fond, en pointe dessus. Ouais. En tant que journaliste spécialisé dans la banque, enfin dans l'informatique bancaire, je peux vous dire que le premier pays qui ont testé la carte à puce, telle que vous la connaissez, la fameuse CP8, c'était en Suède. Donc c'était soit dans les pays protestants ou ou en Israël. Ouais. Voilà. Donc ça, cet effondrement, alors donc ça peut arriver, qu'on se lève comme les Chypriotes finalement un matin. Du jour au lendemain, ça sera du jour au lendemain, on l'apprendra du jour au lendemain. Mais vous pensez bien qu'ils vont pas prévenir les gens, ils vont dire, méfiez-vous demain, vous avez tous les distributeurs. On va peut-être vous couper les distributeurs. Ouais. Mais ça va être la panique, parce que la France, c'est pas la Chypre, on est non mais attends, ça va comme... je signale quand même que la chose la plus importante, la grande réunion du 15 ou 12 octobre 2008, la réunion Sarkozy, gouverneur de la Banque d'Angleterre, la BCE, les Américains, Angela Merkel, etc., Bundesbank. Le gouverneur c'était Mervyn King à l'époque, il a dit, moi demain, j'arrête tous les distributeurs. Il a mis les politiques anglais devant le fait accompli.
Si vous ne trouvez pas une solution, demain, tous les distributeurs sont en panne. Si, en Angleterre, ils fermaient tous les distributeurs, les Anglais auraient pris le bateau, etc. Ils seraient venus en France, pour retirer de l'argent. Bon, ça n'aurait pas fonctionné, mais ils l'auraient fait quand même. Il y aurait une sorte d'invasion. Mais je vous signale que ça a failli se passer au mois d'octobre 2008. C'est pas si vieux que ça. Je vous demande de ne pas l'oublier. Même, je crois que c'est Zapatero qui avait dit on a passé la catastrophe. Il disait on a frôlé la catastrophe. Tout va bien. Mais à l'époque, rappelez-vous, officiellement, il disait tout va bien. Mais moi j'ai vu, il avait dit on a frôlé la catastrophe. Quand il était au FMI, il disait tout va bien. Et puis une fois qu'il a été viré, j'ai vu une de ses interviews l'année dernière, il disait que l'euro est une catastrophe et que il va vers son explosion. C'est le même mec. Bon, on n'est pas surpris. Un petit mot sur le shutdown aux USA. Comment ça marche en fait? Question de... Le shutdown, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'étais aux États-Unis. Shutdown, ça veut dire que les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà, ça pourrait arriver. Que les fonctionnaires. Mais c'est déjà arrivé. En France? Non, aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, oui. C'est le shutdown aux États-Unis. Parce qu'en France, il y a des problèmes dans le ministère de la Défense, mais bon, ça, c'est pas... C'est déjà arrivé. Le problème des États-Unis, c'est que là, ils sont obligés de creuser leur dette, le trou encore plus profond, puisque ils vont arriver à la nouvelle limite d'endettement. Ils vont être obligés de trouver un autre, encore de voter un déficit encore plus abyssal, jusqu'au moment où le système de planche à billets, comme les révolutionnaires avec leurs assignats, vont leur exploser la gueule. Mais là, c'est le monde entier qui va. Alors là, on nous dit, la Chine achète-t-elle de l'or physique ou bien des certificats? C'est JMG. Pardon? La Chine achète-t-elle de l'or physique ou bien des certificats? De l'or physique, tiens, attends, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Ils achètent du... de l'or physique. Ah, vraiment du concret, ouais. Alors Gaspard a dit, quelle quantité d'or reste-t-il en France d'après vous? Parce qu'on sait Sarkozy en avait vendu, on sait. Oui, mais on sait que Sarkozy a des acquaintances avec la CIA. Et c'est pas par hasard qu'il a vendu 600 tonnes. Voilà, Personne n'a rien demandé. 600 tonnes d'or. Voilà. Personne n'a rien demandé. Il a vendu 600 tonnes d'or de la France simplement pour sauver le cul du dollar. C'est quand même grave. Moi, c'est de la haute trahison. J'appelle ça de la haute trahison. Voilà. Donc, Cameron, à l'époque, avait fait la même chose en Angleterre. C'est quand même assez fascinant. Il avait vendu aussi Oui, il a vendu 400 tonnes. Grosso modo, à la même époque. Je crois qu'il y a peut-être 9 mois d'écart. Etc. Alors, il y a vérité, question. À quelle banque êtes-vous, monsieur Jovanovic, pour qu'on passe de l'argent dans la même banque? C'est pas bien compliqué. Moi, j'ai toujours dit, la question qu'on m'a souvent posée, c'est quelles sont les banques où on devrait aller. Alors, je dis, vous savez, il y a deux banques qui sont les moins pires. J'ai pas dit que c'était les meilleures. J'ai dit simplement, vous avez HSBC et BNP. Voilà, c'est pas compliqué. HSBC, BNP. HSBC, on vient de découvrir qu'ils ont truandé leur compte, leur bilan. Ah bon? Et qu'ils ont un besoin de capitaux de 70 milliards, rien que ça. Et BNP, bon, à mon avis, ils doivent être avec un effet de levier de 22 ou 24. Voilà, donc c'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une solution pour faire un peu d'argent histoire de se préparer à l'effondrement, monsieur Jovanovic. C'est chalasse. C'est quoi? Une solution pour faire un peu d'argent histoire de se préparer à l'effondrement. Vous savez, c'est même pas mon conseil, c'est celui de Fekete, parce que lui, il l'a vécu pendant la guerre. Mais vos grands-parents l'ont vécu pendant la guerre. Quand les Allemands sont arrivés, je donne toujours cet exemple parce que je trouve que c'est celui qui correspond le mieux à ce qui va se passer. La presse des années 40 disait tout va bien, ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation. Ouais, c'était ça. Nos généraux maîtrisent la situation. Les Allemands, on a prévu le mur j'allais dire le mur de Berlin, la ligne Maginot. Ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Et puis, ils ont pas été trop cons, ils ont fait le tour. Comme d'hab. Mais les mecs, ça leur s'est pas venu à l'idée qu'ils feraient le tour, éventuellement. Mais bon, c'est une autre histoire. Enfin, toujours est-il que les mecs qui étaient tranquillement en train de manger dans les restaurants en terrasse à Paris et ailleurs, quand ils ont su que les Allemands arrivaient, du jour au lendemain, ils ont pris leurs jambes à leur cou, leurs valoches, et ils ont tracé, ils ont quitté Paris. Simplement, le fait est que du jour au lendemain,
tous les billets de banque qu'ils avaient ne servaient plus à rien. Et que quand ils étaient 200 arrivés dans un village où il y avait un hôtel, le villageois ne prenait que les mecs qui payaient en pièces d'or. Et voilà. Et voilà le travail. Et c'est tout. Et c'est tout. Plus personne ne voulait des billets. Parce qu'ils savaient que les Allemands allaient prendre le pouvoir, donc les billets ne vadraient... Enfin, qu'il y avait un risque que ça ne vaille plus rien. Le taxi. D'accord. Donc on va devoir effectivement conclure l'émission puisqu'on a dépassé et puis il y a votre taxi qui vous attend. Alors attends, montrez-moi les questions là. Alors là voilà, monsieur Joannelik, conseillez-vous comme le gouvernement de Tadjikistan de faire des réserves de nourriture C'est vieux, pour ça. tenir 2 ans? Oui, c'est une bonne idée, mais bon, déjà pour 2 ans, c'est pas évident. Vous pouvez descendre là pour les dernières questions? Voilà, quel est votre avis sur les bitcoins? Ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Selon vous, les anges gardiens, l'apocalypse et les signes supranaturels, ça existe. Les Illuminati, sadistes, francs-maçons, non, ça n'existe pas. Tout cela manque de cohérence. Mais qu'est-ce que j'ai... Mais arrêtez de me faire dire n'importe quoi. J'ai jamais dit... Où est-ce que vous m'avez entendu dire que les francs-maçons n'existaient pas? J'ai jamais dit ça. Bah oui, c'est... Cher Vincent. Où est-ce que vous m'avez dit que les satanistes n'existaient pas? Je l'ai jamais dit. Ouais. Simplement, je dis que les Illuminati, j'en ai rien à cirer, ça n'existe pas. Point. J'ai pas dit que les satanistes n'existaient pas. Voilà. C'est vous qui manquez de cohérence. Écoutez au moins. Au lieu de... Les gens sont complètement... Ils sont tellement obstinés dans leur truc, ils sont enfermés dans leur truc. C'est... Alors, bon sang, monsieur Joannelik, avez-vous lu les livres de Paul Jorion, Frédéric Lordon sur les explications financières de la crise? Non, aucune. Non. De toute façon, ils sont bien gentils, mais j'ai commencé à faire des explications de la crise avant qu'ils arrivent, donc bon. Je veux pas dire que j'étais là avant, mais au moins, moi, je me suis... parce que je peux en dire de Paul Jorion, tiens, c'est intéressant. Paul Jorion se vante, il se vante en plus, le mec, il est un peu simple d'esprit quelque part. Il se vante d'avoir été dans une banque qui faisait dans les CDS. Mais s'il est si intelligent que ça, Jorion, il n'a pas réalisé la catastrophe que ça l'a entraîné? Pourquoi il n'a pas écrit son bouquin au moment où il était dans la banque? C'est intéressant comme question. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis pas comme Jorion, prétend économiste, machin, je sais tout sur tout, etc. Pas du tout. Je fais mon travail de journaliste, je donne des informations factuelles. Point. Après, de temps en temps, je fais mes commentaires, point barre. Mais Jorion, quand vous l'entendez, là, c'est... En plus, alors là, tout à l'heure, on parlait d'Attali. Moi, il me semble qu'Attali, il y a une confusion des gens entre Jorion et Attali. Parce qu'il me semble que Attali, je sais plus quel est le lien entre les deux, mais il y en a un, en tout cas. Et on me demande c'est quoi le pays qui résistera le mieux à l'effondrement bancaire? Les pays qui résisteront mieux à la bancaire, ce sont les pays de l'Est. Parce qu'ils sont entraînés depuis longtemps. Je pense notamment au Kazakhstan, c'est un bon... Je pense notamment à la Norvège. Je pense que la Norvège, c'est l'un des pays les plus sûrs. Les plus sûrs, ouais. D'une part parce qu'ils ne sont pas dans l'euro. Tous les pays européens, genre Norvège, Suède, etc., qui ne sont pas dans l'euro, qui ont gardé leur monnaie, effectivement, ceux-là, on ne peut que les recommander. Tiens, il y a Dimoudi, Serpent menace d'abaisser de 3 crans la note de HSBC. Évidemment, tout à l'heure, je viens de dire, il y a pas très longtemps qu'ils avaient 70 milliards. Un trou de 70 milliards. Et êtes-vous un Sayalim? Qu'est-ce que c'est? Un Sayalim, c'est un agent d'Israël. Ils sont cons. Mais vous êtes des malades, hein. Mais c'est quoi votre obstination? Mais attends, il n'y a que des antisémites là? C'est quoi leur problème? Non, il y a de tout, mais c'est vrai que les gars, vous voyez des Sayalim un peu partout, faut quand même pas abuser. Je sais même pas ce que ça veut dire. Le troisième secret de Marie, ça c'est Summertime. Ouais, bon, là on n'a pas vraiment le temps de On n'a développer. plus le temps. Attends, mais vous avez le livre Notre-Dame de l'Apocalypse, vous pouvez le lire, franchement c'est dedans. Voilà. Alors malheureusement on n'a pas le temps. On n'a plus le temps, bah non, parce que le taxi plat, puis on nous dit aussi, alors ça c'est Pascal M derrière qui dit que alors Cheikh Imran Hossein dit que l'eschatologie islamique identifie l'Armageddon entre deux blocs eurasiatiques et euratlantiques. Que pensez-vous que l'Apocalypse de Saint Jean rejoint cette analyse? On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, donc moi je savais pas que Cheikh Imran Hossein... Alors on nous demande de finir sur une note optimiste, peut-être, c'est vrai. C'est ce qu'on leur a foutu plein la gueule quand même. Mais non, mais moi je cherche pas, si vous voulez, je cherche, mon rôle, moi j'ai toujours aimé ça. J'aime mon métier, c'est important d'aimer son métier. Et de partager l'enthousiasme pour mon métier. C'est d'informer mes semblables. Donc j'informe mes semblables, plus ou moins bien, peu importe. Mais au moins je suis un des rares journalistes qui l'ait fait depuis 2007-2008.
Enfin, techniquement, je suis même le seul, on peut le dire. Hein, voilà. Donc la note optimiste, justement, c'est qu'il y a des médias comme les vôtres, des médias indépendants qui naissent et qui vont vous informer, informer les Français pour contrebalancer, je veux dire, tous ces médias qui mentent aux Français. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tiens, je vois l'Australie va-t-elle s'en sortir? Oui. Enfin, vous savez, ils ont tellement de mines, tellement d'or et d'argent. Hein, mais les Américains ont quand même réussi à leur mettre la main dessus avec leur dollar. Mais oui, ils vont s'en sortir, les Australiens. Eux, ils s'en sortiront toujours. Ils s'en sortiront toujours. Ça, voilà. il y aura et après votre prochaine revue de presse. Attends, il y a une excellente question. Trouvez-vous Trierweiler attirante? Bah voilà une bonne question. Madame Trierweiler, je trouve que, parce que c'est une consoeur après tout de match, elle avait un côté... Ben, je crois quand même, elle avait un côté classe, oui. Je dirais pas que ça fait partie de... mais je trouve que oui, elle avait beaucoup de classe. Enfin, beaucoup. Elle avait une certaine classe. Hein. Mais moi, je suis pas du genre à être dominé. Donc, parce qu'elle avait parce qu'à côté, elle est très dominatrice. Elle est très dominatrice, hein, c'est très net. Hein, donc voilà. En tout cas, on nous dit merci pour votre travail. Il y avait plusieurs mails. Voilà. Amoureuse qui dit une quenelle pour la fin, pour le banquier. Une quenelle. Non, mais je fais pas de quenelle. J'ai jamais compris cet engouement. Non, mais sincèrement, je n'ai jamais compris cet engouement des gens pour la quenelle. Voilà, je ne comprends pas d'où leur vient ce désir de mettre la main dans le cul de quelqu'un. Je ne comprends pas. C'est à la base, c'est un truc de Nine Inch Nails. Hein, donc c'est... D'accord, hein, il faut qu'on finisse. Voilà. Donc genre pour les banquiers, c'est plutôt ça, moi. Voilà. Bah, les choses sont claires. Voilà. Mais en tout cas, je remercie très sincèrement tous les spectateurs qui nous ont suivis. C'est toujours un plaisir de découvrir des médias comme les vôtres et surtout de voir toutes les questions parce que je suis Ah bah là il y en avait plein en plus. Gaza, Emam, Lolo 13, Amoros, Malabab, Spiaro, Gaza, Ozzy, Vincent Alcool, Tutsi 38, No Limites, 72. Y compris les trolls. Summertime, voilà tous les trolls. Pascal M, Thibaut 39, le Poulpe. Oh là, il faut que vous montiez. Vérité, vous étiez nombreux de toute façon, vous êtes de plus en plus nombreux. En plus ce soir ça a un peu éclaté le score, donc désolé pour les petits problèmes. Merci beaucoup à tous, merci Pierre d'être venu, c'était un régal. Alors vous avez vu, j'ai mis une chemise super chemise en plus. On me l'a offerte, mais alors c'est une taille en dessous, hein, c'est XL, mais moi c'est XXL. Ah, d'accord, c'est Galliano le créateur, c'est bien ça. Voilà, c'est Galliano. Donc c'est revue de presse. Problème avec BHL bientôt, avec ce genre de chemise. Ah bah ouais. Non mais justement, j'ai pris ça exprès. J'ai pris ça exprès pour BHL. Pour BHL, ah ouais, ça va lui plaire. Merci beaucoup à tous. En tout cas, on se retrouve demain à 21h. A bientôt et rendez-vous sur quotidien.com, suivez le blog. Voilà, suivez le blog. Et sur Twitter, abonnez-vous à mon Twitter, c'est mon fil, c'est important. Voilà, salut à tous, merci. À bientôt. Ciao, ciao,